Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio et le sentier empoisonné, épisode 1. Dans cet épisode, on va retrouver un témoin qu'on avait déjà entendu dans la première saison, Stélio, le philosophe psychédélique des cités marseillaises. Stélio était membre de l'un des premiers forums psychédéliques francophones dans les années 2000, Lucid State. À l'époque, je fréquentais ce forum et j'avais été assez fasciné, inspiré même par sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a une certaine érudition dans les domaines philosophiques et spirituels, et il a une grande expérience avec les psychédéliques, comme on a pu l'entendre dans les épisodes où il nous a raconté son parcours. Mais ce qui m'intéresse particulièrement chez lui, c'est sa capacité à donner du sens à l'expérience psychédélique, en s'inscrivant dans la tradition philosophique et spirituelle européenne. Ce qui est assez rare, puisque la plupart des commentateurs de l'expérience psychédélique reprennent plutôt des concepts dans la tradition orientale ou dans la tradition autochtone américaine. J'avais donc gardé une petite frustration après notre premier entretien, parce qu'on avait uniquement évoqué son parcours de vie, et qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de développer un petit peu plus en détail sa façon de voir les choses. Je lui ai donc proposé d'enregistrer un nouvel entretien, en lui demandant, pour commencer, de développer l'idée de sentier empoisonné, qu'il utilisait souvent à l'époque de Lucid State. Qu'est-ce que le sentier empoisonné ? Pourquoi y cheminer ? Et où mène-t-il ? Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Première idée qu'il y avait derrière ce concept. Et quand je parlais de concept à l'époque, justement, c'était pas à entendre sous l'angle du concept philosophique traditionnel. Ce qui était concept pour moi, c'était outil. Et donc, ce qui m'intéressait en premier lieu dans le terme sentier empoisonné, c'était d'aller à l'encontre, à l'inverse, de ce qu'on a commencé à entendre déjà un peu trop dans le milieu psychédélique. C'est-à-dire tout ce côté spirituel. On n'appelait plus les drogues psychédéliques drogues, on les appelait antéogènes. Les utilisateurs, c'était des psychonautes. Là, il y avait toute une sorte d'angélisation du mouvement psychédélique que je trouvais un peu dommage, parce qu'elle mettait de côté une grande partie des utilisateurs. En fait, tout ça, c'est parti d'une certaine forme de conscience de classe aussi. Parce que je viens du milieu prolo. Je suis un fils de prolétaire. Et il y avait une dimension bourgeoise, mais il n'y a rien de péjoratif dans le bourgeois. Mais il y avait un embourgeoisement du milieu psychédélique qui se considérait comme des gens absolument différents des autres drogués. Et dans le fait d'utiliser le terme poison, il y avait cette première idée. J'utilise des poisons. Et c'est comme le terme drogué. J'ai toujours, plutôt que dire je suis un psychonaute, ou je suis un explorateur, ou je fais de la recherche personnelle sur moi-même, je préférais dire je suis un camé. Par provocation, en grande partie. Alors ça, c'est la première partie. C'était le côté provocateur. Parce que je pensais que le mouvement, il avait besoin de provocation. Ensuite, de manière plus spécifique, le terme sentier empoisonné, il vient de Del Pendle, à la base. Del Pendle, c'est un auteur très peu connu, mais très intéressant et très important de la culture psychédélique américaine, qui a écrit une série de 3 bouquins qui s'appelle The Poisonous Path, le sentier empoisonné, justement. Et ce qu'il propose dans son livre, c'est une recherche aussi, un chemin donc, mais un chemin qui passe par l'utilisation des poisons, et des poisons au sens large. Donc ça, c'est les 2 premiers aspects. Ensuite, le 3e aspect, c'était la dimension discipline qui se cache derrière l'usage des poisons. Et ça vient de ma lecture de Deleuze en grande partie. Deleuze, quand il parle du schizophrène, parce qu'il fait une apologie de la schizophrénie dans son œuvre, et quand il parle du schizophrène et du drogué, parce qu'il assimile le schizophrène au drogué,
Et ils disent qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas sombrer et de ne pas tomber et devenir une loque. Et donc le sentier empoisonné, pour moi, c'était faire usage des poisons de manière disciplinée, de manière autonome, de manière contrôlée. Et tout ça, ça posait une nouvelle forme de responsabilité. Voilà en gros. Ce qui m'a marqué en effet à l'époque en lisant les posts de Stelio sur le forum, c'est l'exigence qu'il invoquait pour emprunter ce sentier empoisonné. Une exigence à la fois physique, émotionnelle et intellectuelle, qui contrastait complètement avec les pratiques plus punk et plus destroy de l'usage de psychotropes que j'avais l'habitude de côtoyer, dans les free parties ou dans les concerts par exemple. C'était complètement nouveau et assez passionnant, parce qu'il s'agissait presque de s'astreindre à une ascèse, à une discipline, des termes qu'on associe rarement à la consommation de drogue. Je lui ai donc demandé les conditions dans lesquelles, selon lui, on pouvait bénéficier d'un usage de drogue. Alors, je vais te parler de moi, de ma pratique personnelle et de mon approche personnelle de cette question. La première dimension, elle était physique. Parce que l'usage de toxiques, l'usage de poison, il se fait dans un corps. Et pour qu'un corps, il assimile, il s'approprie les bénéfices du poison, il faut que ce corps, il reste fort. Donc je me suis toujours imposé une discipline physique quotidienne, quasi quotidienne. Et je continue aujourd'hui, parce que j'ai plus de 50 ans. Et je continue de faire du sport tous les jours, d'avoir une activité physique tous les jours. Et en grande partie pour pouvoir faire usage. Après, question biographique, mon père a très tôt été au courant de mon usage des drogues. Et son seul souci, et sa seule exigence, son impératif, ce qu'il m'a imposé, c'est pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais tu dois rester digne, droit, fort. Donc il y a aussi cet élément biographique qui a joué. Donc première partie, la partie physique. Ensuite, une partie intellectuelle. Parce que le problème des psychédéliques, et des drogues en général, c'est que ça a un effet dissolvant sur beaucoup de choses. Et si tu n'as pas une structure conceptuelle, intellectuelle, symbolique, solide, il y a de fortes chances pour que tu sombres, en fait. Et c'était mon deuxième argument. Et cet argument-là, il se basait sur le troisième argument qui était l'enracinement. Il fallait être enraciné dans ce que j'appelais un plan d'immanence. Alors le plan d'immanence, c'est un concept qui vient de Deleuze, mais moi je ne l'utilise pas à la manière de Deleuze. Pour Deleuze, le plan d'immanence, c'est la conscience, si tu veux. Et la conscience prise comme un tout illimité. Le un tout illimité. Mais ce un tout illimité, si tu lui poses pas des structures, si tu le configures pas, tu as tendance à te perdre. Alors qu'est-ce qui se passait, et qu'est-ce qui se passe encore avec le mouvement psychédélique? C'est que la plupart des usagers, ils utilisent un ordre symbolique, des concepts qui viennent d'autres cultures. Et donc il y a une projection assez fantasmatique là-dessus. Et c'est souvent des cultures amazoniennes, africaines, chamaniques en général, et qui sont très éloignées de notre univers symbolique. Alors pour rester fort, et pour pouvoir arpenter le sentier empoisonné, je considérais qu'il fallait avoir une base conceptuelle, une base physique solide, et un enracinement dans ce qui était ton être là, ton il y a, l'endroit où tu vis. Alors moi j'étais fils d'ouvrier, grec, de Turquie, de culture orthodoxe, et donc mes outils, et j'allais aller les puiser dans la théologie orthodoxe, dans la philosophie, tout ça en les manipulant pour en faire un usage pour lequel c'était pas fait. La philosophie, elle n'est pas faite pour prendre de la défense. La théologie orthodoxe, elle est surtout pas faite pour prendre de l'ayahuasca, de l'iboga et du LSD. Et moi, mon but, c'était de détourner tout ça, parce que je pense qu'il y avait un enracinement génétique, plus que génétique, familial, héréditaire, etc., et que c'était plus facile, et que je pouvais comprendre, alors que je comprenais rien à l'histoire de l'esprit des plantes, l'esprit du grand anaconda, et que m'accrocher à cet ordre symbolique-là, ça aurait imposé de glisser vers l'imaginaire, et de glisser dans un monde qui m'aurait obligatoirement affaibli. Et ce que je cherchais là-dedans, c'était... Ça n'a jamais été la connaissance, ni de moi-même, ni du monde, ni de l'univers. C'est plutôt le rapport à l'autre, le grand autre, l'autre radical.
Donc c'est plus une poussée érotique, je disais à l'époque. Tu vois, j'aimais bien dire ça. Érotique ou amoureuse, il y avait quelque chose de sensuel. Une poussée vers l'autre. Et c'était les poisons qui me propulsaient vers cette altérité radicale, cet autre, cet infini. Et voilà, et donc c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, puisque tu cesses pas de le polir, tu cesses pas de polir tes concepts, tu cesses pas de préparer ton corps. Et ça fait 40 ans que ça m'occupe. Et voilà, et ça continue. Dans ce qui vient d'être dit, il y a une notion centrale selon moi, c'est cette idée de ne pas aller emprunter une grille de lecture de l'expérience à une autre culture. Ça vient pas du tout d'un quelconque sentiment de supériorité occidentale sur d'autres manières de concevoir le monde. L'idée serait plutôt d'éviter de compliquer les choses. Parce que tout simplement, je pense que nos structures psychiques, émotionnelles, notre rapport au monde en général, il est construit par une forme d'enracinement qu'on a dans une culture, dans un milieu, etc., etc. Le rapport, et ça date du XVIe siècle, du XVIIe siècle, etc. Le rapport qu'on a à l'autre, pas l'autre radical, mais l'autre fantasmé, c'est-à-dire le bon sauvage depuis Rousseau, le sauvage en général. Et c'est ce qui se passe avec la culture chamanique en général. Ce rapport-là, il est en grande partie fantasmé. Et selon mon point de vue, et qui n'est qu'un point de vue, le fantasme, la projection, l'idéalisation, c'est pas les meilleurs outils pour pénétrer les couches les plus profondes de la conscience. Parce que toute cette vision-là, ma vision à moi, et qui n'est pas uniquement ma vision d'ailleurs, elle est basée sur le fait qu'il y a des niveaux de conscience, que ces niveaux de conscience, ils sont en corrélation avec des niveaux de réalité, et que ces niveaux de réalité, ils appellent des niveaux de lecture. Et le meilleur moyen d'utiliser et de lire le rapport exégétique, de faire une exégèse, de faire une interprétation de ces niveaux de réalité qui sont par définition étranges et indéfinissables, c'est de posséder des concepts solides, des idées solides. Et je pense qu'il n'y a rien de plus solide que ce qui a constitué la structure même de notre conscience personnelle. Même la théologie, même d'un point de vue religieux. J'ai grandi dans la théologie chrétienne. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de concevoir. Par exemple, en grec, il y a un concept qui s'appelle la théandrie, qui est composé de deux mots, théos, andros, et qui dit l'homme est à moitié divin, à moitié humain. Donc cette base-là, c'est pas vraiment la mienne, mais cette base-là, étant donné que j'entends depuis que je suis enfant, étant donné que toute la philosophie occidentale, depuis Platon, elle s'est constituée sur ce rapport entre le même et l'autre, et donc entre le divin, etc., etc., c'est beaucoup plus facile pour moi de m'appuyer sur cette base-là que de faire référence à un esprit des plantes, un rapport à la forêt équatoriale dans laquelle je ne vis pas, de penser que les esprits, toute la métaphysique cannibale et de la prédation qui est le propre de la pensée sauvage, ça me fascine, je trouve ça fabuleux, mais ça me parle pas plus que ça. Donc c'est le sens que ça m'affaiblit. Ce que j'ai de solide, c'est ce dans quoi je suis enraciné. Et pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller fouiller, pour pouvoir traverser ces niveaux de conscience, ces niveaux de réalité et obtenir ces niveaux de lecture, parce que c'est toute ma pratique, moi. Et pratique, je trouve le terme un peu arrogant, tu vois, parce que c'est au-delà d'une pratique. Ce que je recherche, c'est plus une présence, en fait, voilà. Une intensité dans la présence. J'utilisais beaucoup le terme intensité à l'époque où j'écrivais sur le forum. Et l'intensité, c'est l'intensité de la présence. Donc il n'y a pas cette idée de connaissance, parce que l'idée de connaissance aussi, elle implique une... Et là on revient à l'approche scientifique. Je crois que c'est Merleau-Ponty, dans son dernier livre, L'œil et l'esprit, il dit il y a deux approches de la réalité. L'approche artistique, qui consiste à habiter le monde, et l'approche scientifique, qui consiste à manipuler le monde. Alors aujourd'hui, le psychédéline, pour la plupart des gens, il sert à manipuler le monde, pour se guérir, pour se soigner, pour se connaître, etc., etc. Moi, mon but principal dans ma pratique des psychédéliques, et elle dure, c'est d'habiter le monde avec le plus d'intensité possible. Et pour l'habiter, il faut le regarder, le lire, le vivre le plus intensément possible, et entretenir ce rapport justement érotique, amoureux,
à l'altérité radicale. Et cette altérité radicale, c'est ce que tu rencontres. C'est pour ça que je prends des psychédéliques. C'est pour me rentrer en contact avec cette indicible, imperceptible, ce qui n'a pas de nom, justement. Moi, si tu l'appelles le grand anaconda, ou si tu l'appelles, je vais avoir du mal, tu vois. Même la mère madre ayahuasca, j'ai du mal. J'ai du mal, c'est pas mon... non, moi, c'est l'infini. Et c'est ce rapport entre l'infini en moi et ma finitude. Et ça me suffit amplement. Toute la philosophie occidentale, elle s'est développée. Pas que occidentale, orientale aussi. Arabe aussi, tout ce qui est le monothéisme, il s'est développé là-dessus. La science, en grande partie, elle m'aide à penser ces choses-là aussi. Et donc, et toutes les nouvelles découvertes de la science, quoi qu'on puisse penser, elles s'intègrent plus facilement à un cadre de référence, à mon cadre de référence occidental qu'au cadre chamanique. C'est beau, il faut faire un grand écart hein, pour parler, pour mêler mécanique quantique et chamanisme, malgré ce qu'on nous raconte, c'est difficile. Il faut préciser à ce stade que si Stelio parle de la théologie orthodoxe, ça ne signifie pas forcément qu'il adhère à cette religion. Il ne faut pas amalgamer la spiritualité, qui est le rapport intime avec l'altérité, et les religions, qui sont des structures symboliques de pouvoir créées par les humains autour de la pratique de la spiritualité. Ce sont deux choses bien différentes. Quand je parle de la théologie orthodoxe, je ne veux en aucun cas signifier que j'ai un rapport proche ou lointain avec une quelconque institution religieuse. De la même manière, quand je parle de philosophie occidentale, je me démarque complètement de la philosophie universitaire, des systèmes de pensée en général philosophiques tels qu'ils sont enseignés, complètement. J'ai toujours dit, je suis lumpen prolétaire. Moi, les concepts, qu'ils soient théologie, politique, philosophique, j'en fais usage, je les détourne. Et je détourne ceux qui sont le plus proches, ceux avec lesquels j'ai le plus de familiarité. Mais en aucun cas, ça signifie s'inscrire. Je ne me considère pas philosophe pour un sou. Je ne me considère pas poète pour un sou. L'Église orthodoxe, en tant qu'Église orthodoxe, c'est pas du tout ma came. Mais, étant donné que j'ai grandi dans cet environnement, et qu'il me parle depuis que je suis enfant, et que je connais très bien le concept, parce que j'ai grandi dans une famille très religieuse. Tu sais, ma grand-mère elle était très religieuse. Donc je connais très bien la théologie orthodoxe. Et son point central, c'est, contrairement à la religion catholique, par exemple, parce que je peux même pas dire que je suis croyant, tu vois, d'une certaine manière. Donc c'est faire usage des concepts de la théologie orthodoxe. Et la théologie orthodoxe, son axe central, c'est Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, dit comme ça a un petit goût de transhumanisme. Tu vois, le devenir Dieu de l'homme. Et toute la nuance, elle est dans le concept justement d'infini, parce que je parlais de cette altérité radicale. Parce que dans la théologie orthodoxe, la divinité, elle est, excuse-moi des termes techniques, c'est un peu chiant d'utiliser des termes techniques, mais là c'est un petit peu important, elle est apophatique. Apophatique, ça veut dire la divinité, tu peux pas en parler, tu peux pas la penser, tu peux pas l'imaginer. Elle n'a pas de nom, elle est inaccessible, elle est impossible. Et cette idée-là de Dieu, ben j'aime bien. Tu vois, ça me parle. Ça me parle. C'est le mystère, mais le mystère qui ne sera jamais résolu, qui appelle aucune connaissance. Mais simplement la relation érotique, charnelle. Alors moi, j'insiste là-dessus parce que c'est la chair prise au sens technique de chair. Et techniquement, la chair, c'est le corps et l'âme. C'est ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est pas que la viande. Techniquement, la chair, c'est le corps et l'âme. Donc, le rapport entre le corps, l'âme et cet infini, qu'on peut appeler l'esprit, ou comme l'appeler l'esprit, c'est le trahir aussi. Donc, c'est même pas ça. Et j'aime cette idée, tu vois. Parce que pour moi, c'est ce que je vis depuis ces longues années de pratique des drogues psychédéliques, des autres niveaux de conscience, pas qu'avec les drogues, avec le rêve aussi, puisque mes rêves ont une grande importance aussi. C'est ce rapport au mystère, donc à la chose apophatique, et qui engage aucune connaissance. Donc le but de la théologie orthodoxe, telle que moi, je l'ai remodelée, restructurée, réutilisée pour convenir à mes pérégrinations, c'est cette idée-là. Il y a un infini, indicible, impossible, un autre radical,
que je pourrais jamais atteindre. Mais si je me connecte à cet autre radical, si j'essaye d'affiner le plus possible avec discipline ma présence, je vais développer des intensités. Et ces intensités, elles vont faire en sorte, étant donné qu'il y a une corrélation entre la conscience, la réalité et le niveau de lecture, que ma présence dans la réalité, elle va devenir de plus en plus intense. Et c'est le but, et il n'a pas de fin en fait. Et c'est toute la différence entre l'infini et l'illimité. Tu vois, parce que voilà, le transhumanisme, il y a l'idée de l'homme devenir Dieu, c'est une amplification, une illimitation des pouvoirs humains. Et l'illimité, pour moi, c'est le mauvais infini. C'est ce qui pousse à compulser. L'illimité, c'est ce que tu rencontres avec, ce que tu peux rencontrer avec l'addiction, par exemple. Et alors, si l'objectif est d'être le plus présent au monde, quel est le rôle des psychédéliques là-dedans ? Il y a évidemment tout un tas de techniques et de pratiques qui permettent d'améliorer sa présence au monde. En quoi les psychédéliques en font partie ? Alors, je reviens à cette idée justement de connecter l'infini à la finitude. Donc ça, c'est le premier plan en fait. Mais bon, c'est très vague, c'est très flou et c'est très imagé, métaphorique. Donc pour moi, le psychédélisme, les psychédéliques, en premier lieu, ce à quoi ils servent, c'est à mettre en relation ma finitude avec l'infini. Donc ça, c'est très imagé, très métaphorique. D'un point de vue plus physique, j'ai un rapport spécial à tout ce qui est électrique, au feu, à l'électricité. Et donc, on sait depuis pas mal de temps maintenant, que le fonctionnement du cerveau est en grande partie ondulatoire, il dépend d'ondes électriques. Tu sais, quand tu es en θ, tu es tout endormi, onde bêta, tu es à demi-sommeil, tu commences à avoir des visions, onde alpha, c'est éveillé, et les ondes gamma, c'est un état dans lequel en général on n'aime pas se trouver, mais c'est l'état de plus grand éveil et de plus grand fonctionnement au niveau hertzien du cerveau, où il y a la plus grosse onde électrique. Mais elle est difficile à vivre. Quand on la vit, en général, on a des poussées d'angoisse. Là, depuis quelque temps, des chercheurs, les premiers américains et plus récemment des Hollandais, se sont rendus compte de quelque chose que je trouve incroyable, mais pas si incroyable que ça, puisque je l'avais vécu, mais il n'y avait pas de preuve scientifique de cette chose-là. En laissant des électroencéphalogrammes branchés sur une personne en train de mourir, ils se sont aperçus qu'il y avait une grosse poussée d'ondes gamma au moment de la mort. Alors jusqu'à présent, c'est ce fameux passage que ceux qui ont fait des NDE ou des expériences de mort imminente racontent. Et cette poussée d'ondes gamma, elle se produit dans une partie du néocortex liée aux sensations, aux mouvements. Donc il y a une sensation de vécu extrême au moment de mourir. Alors plus incroyable, et plus récemment encore, là cette fois c'est des Hollandais, des chercheurs hollandais, ils avaient malencontreusement laissé l'électroencéphalogramme branché sur une personne morte, et ils se sont aperçus que une personne, je crois que c'est 30 minutes ou 40 minutes après, plus d'oxygène dans le cerveau, le cœur qui battait plus, et il y a eu une poussée à nouveau d'ondes gamma. Alors je ne sais pas, des résidus électriques qui sont restés. Donc tout porte à croire que, et c'est une expérience que j'ai vécue plus jeune, qu'au moment de mourir, il y a une grande poussée d'ondes gamma, et donc quelque chose qui ressemble beaucoup à l'expérience psychédélique. Donc à quoi servent les psychédéliques ? Je te dirais à apprendre à mourir. Et en même temps à apprendre à vivre. Puisque c'est cette présence, cette intensité que tu ne cesses pas d'affiner et que tu vas expérimenter au moment du passage. Donc pour moi, selon moi en tout cas, l'usage des psychédéliques, c'est t'apprendre à être présent, t'apprendre à aimer, mener la vie la plus érotique, pas au sens érotique sexuel, mais l'éros en tant que poussé vers l'autre radical, et magnifier, amplifier l'électrification du cerveau. Et je pense que on est des créatures électriques, et que c'est sous les impulsions électriques que le vivant il chantonne le mieux à l'intérieur de nous. Et
Et on continuera à explorer les méandres des circuits de ces créatures électriques que nous sommes dans le prochain épisode. Je vous rappelle juste avant de partir que vous pouvez désormais soutenir financièrement le podcast pour m'aider à le produire grâce à une page Tipeee, dont l'adresse est dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui contribuent, ça me va vraiment droit au cœur. Dans le prochain épisode, on parlera plan de réalité, civilisation psychédélique et rituel entre amis. D'ici là, portez-vous bien.